Bonjour, je suis donc le professeur Tristan Gauthier du CHU de Limoges en gynécologie obstétrique et je suis ravi d'intervenir dans ce MOOC endométriose pour vous parler de la performance des endoscopies diagnostiques dans le cadre de l'endométriose, un sujet qui a été abordé notamment lors des recommandations du collège et de l'HS en 2018. Donc on va aborder successivement le rôle de la cystoscopie diagnostique, de la fertiloscopie, de l'hystéroscopie, de la cystoscopie, de l'échographie endorectale et enfin de la coloscopie. Concernant la cystoscopie, il s'agit de l'examen historique de référence. Cependant, aujourd'hui, quand l'imagerie met en évidence de façon quasi certaine l'endométriose, il n'est pas indispensable de réaliser une cystoscopie diagnostique pour confirmer l'endométriose. La cœlioscopie diagnostique aura un intérêt uniquement en cas de discordance entre une symptomatologie forte, évocatrice d'endométriose, et une imagerie négative. Ainsi, dans ce cas, on pourrait mettre en évidence une endométriose superficielle que l'imagerie a du mal à voir. Et cette endométriose superficielle est présente dans environ 50% des cas chez les patientes algiques et infertiles. Ainsi, la cystoscopie a une très bonne performance diagnostique pour confirmer cette endométriose superficielle, avec une sensibilité de 80% qui sera plus délicate lorsqu'on aura des lésions atypiques. Comme on peut le voir ici, vous avez des lésions typiques florides d'endométriose, mais parfois des lésions vésiculaires ou des lésions à type d'adhérence, des lésions chamois qui sont plus atypiques. Et c'est dans ce genre de situation où le diagnostic peut être erroné. Le risque de faux négatif est extrêmement faible. Ainsi, si vous ne remarquez aucune lésion lors de la cystoscopie, après un bilan bien sûr exhaustif, à ce moment-là, on pourra éliminer le diagnostic d'endométriose. Et la cystoscopie a bien entendu son rôle dans la démarche diagnostique des douleurs pelviennes. Ainsi, voici les recommandations éditées en 2018. Donc, lorsque l'imagerie objective d'une endométriose sur des éléments caractéristiques et spécifiques, kyste ou lésions profondes, la réalisation d'une cystoscopie dans le seul but de confirmer le diagnostic n'est pas recommandée. Par contre, la cystoscopie diagnostique peut être indiquée en cas de suspicion clinique d'endométriose, alors que les examens préopératoires n'en ont pas fait la preuve, c'était un grade C, et l'indication de cette cystoscopie diagnostique doit s'insérer dans une stratégie de prise en charge des douleurs et de l'infertilité. Enfin, la réalisation de biopsies dirigées avec examen anatomopathologique en cas de lésions typiques ou atypiques lors d'une cystoscopie diagnostique est recommandée pour confirmer le diagnostic d'endométriose. Par contre, les biopsies sur péritoine sain ne sont pas recommandées. Donc, lorsqu'on réalise une cystoscopie diagnostique, le but est de décrire de façon exhaustive ce qu'on va voir, ce qui est normal et ce qui est anormal. Donc, le but est d'utiliser un langage standardisé, notamment des classifications internationales, notamment la classification RSSRM, qui est la plus connue, qui n'est pas parfaite, qui décrit essentiellement les lésions péritonéales superficielles, pelviennes et ovariennes, qui prend en compte les adhérences, mais qui ne prend pas en compte les atteintes rétropéritonéales. C'est la raison pour laquelle on peut utiliser d'autres classifications, c'est-à-dire les classifications Anzian et Chaperon, qui ont l'avantage de prendre en compte l'endométriose rétropéritonéale et notamment les atteintes postérieures, latérales et antérieures. Voici ici donc la classification RSSRM. Elle a l'avantage de quantifier le volume de l'endométriose. C'est la raison pour laquelle on parle de stade. On va classer l'endométriose en 4 stades, de stade 1, 2, 3 ou 4, ce qui va permettre de se comprendre entre opérateurs et ce qui sera compréhensible par tout le monde en fin de compte-rendu opératoire. Par contre, cette classification n'est pas optimale puisqu'elle ne prend pas en compte les atteintes profondes et les atteintes par organe, c'est-à-dire l'atteinte rectale, l'atteinte urétérale, l'atteinte vésicale. Vous avez la classification Anzian qui est différente mais qui est complémentaire, qui va prendre en compte l'atteinte rétropéritonéale antérieure, postérieure et latérale, c'est-à-dire l'atteinte vésicale, l'atteinte urétérale, l'atteinte vaginale, l'atteinte rectale. Et elle prendra en compte également l'adénomiose qui n'est pas négligeable puisque souvent sont associées les deux pathologies, l'endométriose et l'adénomiose. Donc voici les recommandations éditées en 2018.
Lors d'une celluloscopie réalisée pour endométriose, la description exhaustive précise de la cavité abdominopelvienne, incluant les adhérences et les différents types de lésions, avec leur description macroscopique, leur taille ainsi que leur localisation, est recommandée dans le but de corréler les symptômes avec la pathologie et de guider la prise en charge thérapeutique. L'utilisation des classifications lésionnelles type RACRM, Chaperon ou Anzian est encouragée pour décrire l'étendue de l'endométriose et faciliter les échanges interprofessionnels. Et lorsque la celluloscopie diagnostique ne met pas en évidence de lésions macroscopiques visibles, et si celle-ci a comporté une exploration satisfaisante de la région abdominopelvienne, elle permet d'éliminer totalement le diagnostic. Est-ce que lorsque vous faites une celluloscopie diagnostique et que vous découvrez des lésions superficielles, est-ce qu'il faut les traiter chez les patientes symptomatiques? Oui, le traitement de l'endométriose minime à légère chez une patiente algique a un impact sur la symptomatologie et a également un impact chez les patientes infertiles avec une augmentation du taux de grossesse. Donc oui, chez les patientes symptomatiques, si vous découvrez de l'endométriose superficielle, il faudra la traiter soit par exérèse, soit par coagulation. Quand vous faites une celluloscopie diagnostique et si vous découvrez l'endométriose, il est souhaitable bien entendu de traiter la pathologie dans le même temps, c'est-à-dire faire la phase diagnostique et la phase thérapeutique dans le même temps. Cependant, dans des situations complexes, si le bilan préopératoire avait minimisé l'atteinte et si on se retrouve devant une atteinte d'organes complexe et qui peut dépasser parfois notre expérience chirurgicale, à ce moment-là, il est conseillé de suspendre l'intervention plutôt que de faire une intervention pas adaptée ni pour la pathologie ni pour la patiente. Et à ce moment-là, il vaut mieux annuler le geste et informer des collègues plus expérimentés et en reparler en réunion multidisciplinaire. Enfin, si vous faites une celluloscopie et que vous découvrez de façon fortuite une endométriose superficielle, est-ce qu'il y a un intérêt à la traiter systématiquement? Ce n'est pas la même chose, on n'est pas comme sur la diapositive précédente, on n'est pas dans la situation de patientes symptomatiques, algiques ou infertiles. Et là, à ce moment-là, il n'est pas recommandé de traiter une endométriose superficielle diagnostiquée de façon fortuite, tout simplement parce qu'on n'est pas du tout sûr que cette lésion va évoluer. Et puis, par ailleurs, on peut transformer une pathologie asymptomatique en une pathologie symptomatique, tout simplement en raison de l'inflammation de la néo-angiogénèse générée par la chirurgie. On va donc passer maintenant au rôle de la fertiloscopie dans le cas de l'endométriose. Est-ce que la fertiloscopie est indiquée pour faire le diagnostic d'endométriose? Clairement non, c'est moins exhaustif que la celluloscopie. Et lorsque vous avez une endométriose postérieure avec un comblement cul-de-sac de Douglas ou si vous avez un utérus rétroversé, ce qui est fréquemment le cas dans le cas de l'endométriose, vous risquez d'avoir des complications jusqu'à des perforations rectales. Donc la fertiloscopie n'est pas recommandée dans le but de faire le diagnostic d'endométriose. Concernant l'hystéroscopie, est-ce que l'hystéroscopie a un rôle dans le diagnostic d'endométriose? Clairement non. Elle peut avoir un rôle dans le diagnostic de l'adénomiose, mais clairement l'échographie fera mieux que l'adénomiose. Par contre, on s'aperçoit sur des séries rétrospectives que les patientes qui ont de l'endométriose ont plus de pathologies intracavitaires type polype ou cloison intra-utérine, alors peut-être dû à un contexte d'hyperœstrogénie, de pathologie de l'angiogénèse ou de pathologie du développement des canaux de Müller. En tout cas, c'est avéré. Et donc, on peut imaginer que l'hystéroscopie peut être inclue dans le bilan de fertilité chez une patiente chez qui on suspecte une endométriose, tout simplement pour éliminer un polype ou une cloison utérine. Donc, concernant la cystoscopie, c'est un examen qui a été assez peu étudié dans le cadre de l'endométriose profonde antérieure. Cette endométriose représente à peu près 10% des cas. Et l'IRM et l'échographie endovaginale sont des examens de première intention ayant une très bonne sensibilité, d'environ 70% pour le diagnostic de l'endométriose antérieure. Donc le rôle de la cystoscopie a été très peu documenté. Elle est le plus souvent normale, tout simplement puisqu'il s'agit d'une pathologie extrinsèque et qu'il est très rare de voir lors de la cystoscopie un nodule transfixiant le mur vésical. Donc cet examen sera le plus souvent normal et donc n'est pas utile lors du diagnostic d'une suspicion d'endométriose antérieure. Par contre, il peut être utile lors d'un bilan préopératoire, notamment pour voir les rapports entre le nodule suspect et les orifices urétéraux, tout simplement pour dicter un éventuel geste chirurgical, savoir s'il faut par exemple mettre des sondes de double J pendant l'intervention
afin de mieux nous repérer. Ça peut être aussi un examen utile pour faire des diagnostics différentiels de douleurs pelviennes et de symptomatologie urinaire, comme le syndrome vésical douloureux par exemple. Donc voici la recommandation qu'on avait éditée en 2018. Donc en cas de douleurs pelviennes chroniques associées à des symptômes urinaires, du bas appareil et une suspicion d'endométriose, l'IRM ou l'échographie de référence sont utiles pour explorer une atteinte vésicale ou urétérale de l'endométriose et sont donc recommandés en première intention. Par contre, en cas de douleurs pelviennes chroniques associées à des symptômes urinaires du bas appareil et une suspicion d'endométriose, une cystoscopie diagnostique pourrait être utile pour la démarche diagnostique si les examens de première intention ne sont pas concluants. L'écho-endoscopie rectale peut être intéressante pour faire le diagnostic de l'endométriose profonde avec atteinte digestive, ce qui représente à peu près 20% des endométrioses profondes postérieures. Cet examen peut potentiellement nous donner plusieurs informations, comme le nombre de lésions, la hauteur de la lésion par rapport à la marge anale, la profondeur de l'infiltration rectale et le pourcentage de la circonférence colique infiltrée par la lésion. Tous ces renseignements seront utiles en préopératoire pour nous dire, pour nous dicter notre stratégie chirurgicale. Est-ce qu'on fera un traitement conservateur avec un shaving, voire une résection discoïde, ou est-ce qu'on fera plutôt un traitement non conservateur avec une résection segmentaire si la lésion est profonde et si la circonférence du côlon touchée est importante. Donc c'est un examen de troisième intention qui vient en complément de l'échographie endovaginale et de l'IRM, qui sera donc réalisé par un gastro-entérologue entraîné. C'est un examen qui se passe le plus souvent sans sédation, avec un écho-endoscope par voie rectale. Le but est d'aller, si possible, jusqu'à 15 cm au-dessus de la charnière recto-sigmoïdienne, afin de détecter, si possible, des atteintes bifocales. Il faudra bien que le gastro-entérologue précise la distance entre le pôle inférieur de l'atteinte rectale et le plan dérouleur de l'anus, puisque vous savez qu'en deçà d'une certaine distance, le risque de fistule lors de la chirurgie sera augmenté et que ça pourrait légitimer la réalisation d'une stomie. L'examen aussi devra préciser le degré d'infiltration en profondeur. Est-ce que la musculeuse est touchée? Est-ce que la sous-muqueuse est touchée également? Tout ça, bien sûr, ça va avoir un impact sur notre choix chirurgical et sur l'information que l'on va donner à la patiente. Alors, vous voyez ici, sur cette image, une atteinte de la musculeuse qui pourrait probablement légitimer une résection discoïde. L'autre atteinte, qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus importante au niveau de la circonférence, avec une atteinte de la sous-muqueuse, devrait justifier plutôt une résection segmentaire. Donc l'échographie endorectale est un examen performant pour le diagnostic de l'endométriose recto-sigmoïdienne, avec une sensibilité qui peut aller jusqu'à 97% dans certaines séries. Elle semble aussi efficace que l'échographie endovaginale, mais tout le monde n'a pas autour de lui un échographiste performant pour ce genre d'examen. Et elle a les mêmes désavantages que l'échographie endovaginale, c'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à sous-estimer les atteintes de la muqueuse et de la sous-muqueuse. Par contre, par rapport à l'IRM, l'échographie endorectale sera plus performante pour établir la distance entre la marge anale et la lésion et sera également plus performante pour décrire l'atteinte de la musculeuse. Par contre, bien entendu, l'échographie endorectale ne sera pas suffisante puisque, contrairement à l'IRM, elle n'explore pas l'utérus, les annexes, ni les ligaments utérosacraires. Voici les recommandations. Donc, avant de réaliser une chirurgie d'exérèse pour une endométriose profonde avec suspicion d'atteinte digestive, il est recommandé de confirmer ou non la présence de cette atteinte en préopératoire afin d'apporter une information éclairée aux patientes et d'organiser, le cas échéant, une prise en charge multidisciplinaire. Afin de confirmer cette atteinte digestive et de préciser ses caractéristiques, que la localisation soit multiple ou unifocale, afin de préciser le diamètre lésionnel, la profondeur d'infiltration, la hauteur, la circonférence et le caractère sténosant. Il sera donc recommandé de réaliser un examen dédié, pouvant être en fonction des expertises et à disposition des localisations lésionnelles, soit une échographie endovaginale, soit une IRM pelvienne, soit une écho-endoscopie rectale ou un coloscanner. Lorsque les examens d'imagerie de deuxième intention, c'est-à-dire l'échographie endovaginale et l'IRM, ne permettent pas de conclure sur l'envahissement du côlon par l'endométriose profonde,
Les examens recommandés en troisième intention sont donc l'échographie endorectale dont on a parlé ici, pour les localisations recto-sigmoïdiennes, et le coloscanner qui ne sera pas abordé dans cette session, pour les localisations coliques les plus en amont. Concernant la coloscopie, il y a peu d'études sur le sujet, et de façon assez similaire à la cystoscopie, la coloscopie n'a pas sa place dans le bilan de l'endométriose profonde, tout simplement parce qu'il s'agit d'une pathologie extrinsèque et que la plupart du temps, la coloscopie sera normale, puisqu'il sera effectivement très rare de découvrir une lésion transfixiant la lumière rectale ou la lumière sigmoïdienne. Donc c'est un examen qui est peu rentable, avec une faible sensibilité, et qui sera donc la plupart du temps normal, et en plus ce n'est pas un examen des plus agréables pour les patientes. Et les recommandations sont celles-ci. La coloscopie n'est pas recommandée en cas de suspicion d'endométriose recto-sigmoïdienne. Par contre, la coloscopie peut être une aide pour éliminer un diagnostic différentiel dans le cadre d'un bilan de rectoragie. Et ça pourrait être utile pour éliminer une suspicion de néoplasie ou pour éliminer une suspicion de Miki. Voilà, je vous remercie de votre attention.